Je vais ici faire une vidéo qui va parler un tout petit peu du bilan, du bilan et refaire une revisite voilà, de ce que c'est que le bilan, de quoi il est constitué. Alors, bien sûr, le bilan, on va dire c'est une ossature, pour parler en termes corporels, comme on voit voilà, en médecine. En médecine, on a un corps constitué, je veux dire, de d'eau, d'eau, qui font la structure fondamentale du corps humain, la charpente, et puis autour de ça, il y a de la chair, il y a des nerfs, et puis on vient agglutiner, voilà, dans une partie les poumons, agglutiner dans une partie, voilà, les viscères, et puis tout corps, bien sûr, a une protection avec de la chair, des muscles, etc., des ligaments. On a des ligaments pour pouvoir, voilà, articuler certains membres avec des muscles, etc., et des nerfs, etc. Bon, c'est toute une architecture qui est propre au corps humain. Eh bien, le bilan, c'est un petit peu la même chose. C'est une ossature aussi. Pour qui? Ben, c'est pour toute entreprise. Les entreprises vont devoir être chapeautées par une structure, une architecture comptable. Donc ça, c'est pour faire une analogie avec le corps humain. Donc les entreprises sont soumises, j'ai bien dit soumises, parce qu'en fait c'est la loi il y a un cadre légal derrière ça. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux cadre de la législation qui impose des écritures comptables pour avoir, voilà, une vue, euh, une vue, voilà, de, une vue de l'entreprise. Une vue de l'entreprise. Alors justement, c'est de ça que je veux voir. Une vue de quoi? Ben, c'est ce que je vais voir. Le cours de la vidéo va sur quelle mention peut-on dire qu'on va avoir une vue, mais c'est sur certaines mentions. Alors, l'architecture, pour parler de ces mentions, ben, il faudra la diviser en deux parties. Une partie action, qu'on appellera l'actif, et une partie bon, qui ne sera pas active, mais plutôt passive, c'est le passif. Voilà, c'est le passif. Voilà. Il y a une partie active et une partie passive. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, on subdivise entre l'actif et le passif. Donc la structure de la comptabilité, voilà, va s'organiser autour d'une charpente. Cette charpente qui est le bilan. Le bilan, voilà, autour d'un. Les entreprises vont s'articuler autour voilà, d'une charpente qui est le bilan, qui est bien sûr du domaine de la comptabilité. Et bien sûr légiféré par des lois et dont on impose d'aller de se conformer au PCMN en Belgique et au PCG en France. Alors en Belgique, c'est voilà, plan comptable minimum normalisé. Et le PCG en France. Et bien sûr, moi, je vais me conformer, par exemple, par rapport au PCMN. Donc, on a une division en deux parties. Et donc, c'est bien sûr on va dire c'est des valeurs qui vont pouvoir se positionner, mais des valeurs liées à des choses. Voilà, du mobilier, du terrain, des machines, etc. Par rapport à des amortissements, tout est estimé en valeur. En valeur. Donc il y a une forte notion, je veux dire, de valeur. Alors les valeurs peuvent entrer sortir. Voilà, elles peuvent entrer sortir. On peut faire des achats, des ventes, etc. Mais ne pas confondre le bilan avec les comptes de résultats. Attention à ça. Attention à ça. Ne pas confondre les, les, les actifs de la société avec les comptes de résultats. Il faut faire une distinction entre les deux. Les comptes de résultats qu'on appelle les comptes de gestion, que je vais en parler un petit peu après, mais c'est pour vous dire que donc
le bilan, qu'est-ce que c'est? Se subdivise entre les actifs et le passif. Alors, l'actif, c'est bien sûr les moyens d'action. Les moyens d'action de la société, bien sûr. À gauche, c'est l'actif. Hein. On met l'actif à gauche et on met le passif à droite. Et on sépare entre les deux. Et il doit toujours avoir une égalité hein, entre l'actif et le passif. C'est pas comme les comptes de résultats. Là, ici, on a une belle balance. Par contre, pour les comptes de résultats, à travers les charges et produits, on peut avoir plus de charges d'un côté et moins de produits. Donc là, on fait une perte. Là, on fait une perte. Mais ça, c'est les comptes de résultats. Mais ce n'est pas le bilan. Voilà, on peut faire une perte, mais on peut faire aussi un gain. Voilà, si les produits sont comme ceci et les charges comme ceci. Donc c'est plus lourd. Voilà. Donc, et alors, les comptes de charges fonctionnent comme des comptes d'actifs et les comptes de produits fonctionnent comme des comptes de passifs. Mais ça, c'est pour les comptes de résultats. On va dire ça comme ça. Donc ici, le bilan, c'est pas le cas. Il n'y a pas la balance qui penche d'un côté ou de l'autre. La balance est toujours... Voilà, la balance, elle est la même. Ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Donc, l'actif est égal au passif. Toujours. Il n'y a pas on va dire, comment on appelle ça, de déséquilibre. Il y a toujours un équilibre. Il y a toujours un équilibre entre l'actif et le passif pour les comptes de bilan. Alors, je vous ai dit que l'actif, ce sont actifs de action, ce sont les moyens d'action. Les moyens d'action, que j'appelle MA ici, moyens d'action. Alors, bien sûr, c'est du concret. Hein. C'est du concret. Bah, on retrouve par exemple les bâtiments, le terrain, des constructions, des machines, de l'outillage. On peut retrouver du mobilier, du stock. Et puis, tout ce qui est créance. On peut retrouver des créances. Créances. Des créances sur client. On peut retrouver de l'argent liquide, etc. Alors, plus on descend dans le bilan, plus c'est liquide. Plus on descend dans le bilan, plus c'est liquide. Alors, vous aurez compris que ce qui est là, c'est ce que l'entreprise possède. C'est ce que l'entreprise possède. Ou, on va dire, et c'est aussi ce qu'on lui doit. Les clients qui n'ont pas encore payé, par exemple. Donc, ce sont les créances. Tout ce qui est créance va se mettre du côté ici. Donc, ce qu'on lui doit. Donc, ce qu'elle possède est ce qu'on lui doit. Ce qu'elle possède est ce qu'on lui doit. Donc, dans l'actif, donc il y a toujours égalité entre l'actif et le passif. À gauche, c'est l'actif. Et à droite, c'est le passif. Donc ça, c'est ce que l'entreprise possède. Et c'est aussi ce qu'on doit à l'entreprise. Les créances, si vous voulez. C'est ce qu'elle possède, c'est ce qu'on doit à l'entreprise. Donc les créances. Les créances, par exemple, les créances clients, etc. etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'actif. Donc, ce sont les moyens d'action concrets. Bon, si on parle en termes de, on va dire, plus d'aspect théorique, d'aspect plutôt théorique,
Ah, ici on peut trouver, on va dire, euh, les utilisations. Les utilisations et les emplois des sources de financement. Les utilisations, les emplois des sources de financement. Bon, ça c'est plus un concept théorique. Voilà, en fait, ce sont ce que l'entreprise possède et les créances. Ce qu'on doit à l'entreprise. Ce qu'on doit à l'entreprise. Alors, le passif, comme son nom l'indique, c'est plutôt passif. Donc là, c'est les moyens d'action. Je rappelle, hein, l'actif, ce sont les moyens d'action. Alors que le passif, ce sont les sources des moyens d'action. Bah, on va mettre les dettes là. Voilà, on va mettre les sources des moyens d'action. Ce sont les origines, le capital de départ, etc., les actions de départ, les origines, les ressources, les ressources. On va dire c'est aussi le financement propre, comme par exemple les capitaux propres, ou les financements extérieurs, comme par exemple les capitaux extérieurs. On va dire ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que, bon, ce qui se passe au travers des actionnaires, des gérants, au niveau, bien sûr, voilà, des actions, etc., des gérants, etc., ben, c'est ceux qui tirent les ficelles de l'entreprise. C'est normal parce que c'est eux qui ont une main mise sur l'entreprise. Donc, les ficelles, comme une marionnette, voilà, on manipule une marionnette. Donc, les ficelles sont tirées, bien sûr, par les cadres supérieurs, voilà, à qui l'entreprise est, on va dire, possédée. Elle est possédée par des gérants, des actionnaires, voire des administrateurs. Et ces personnes-là, bon, c'est eux qui tirent les ficelles et c'est eux qui ramènent, bien sûr, les origines, voire les, euh, les ressources à l'entreprise. Alors, vous voyez qu'ici, la possession fait partie du patrimoine. Hein. C'est aussi un patrimoine de l'entreprise. Voilà. On parle de patrimoine aussi de l'entreprise. La possession, c'est un patrimoine. Pour posséder des immeubles, ça fait partie du patrimoine. Posséder des machines, ça fait partie du patrimoine. Voilà. Alors, le patrimoine, il est, bien sûr, il est taxé. Il est taxé. Hein. Je vous rappelle qu'il est taxé, le patrimoine. Hein. Voilà. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont taxées. Si je prends des véhicules, si les véhicules roulent, ben, ils sont taxés parce qu'il y a une mise en circulation, il y a une plaque d'immatriculation, donc il y a une mise en circulation, donc elles sont taxées. Alors il y a s'il y a une première circulation, il y a aussi une taxe dessus. Voilà, la taxe de première mise en circulation, mais il y a aussi une taxe de circulation qu'on paye annuellement. Voilà, faut pas confondre les deux. Et alors, bon, maintenant, si vous mettez votre véhicule dans un endroit qu'il ne faut pas, bah, on peut vous demander de l'enlever. Si le véhicule n'est pas utilisé, on peut vous demander de l'enlever, mais maintenant, par exemple, un terrain n'est pas fait pour mettre un véhicule à la vue de tout le monde, je veux dire un véhicule. Mais maintenant, si vous payez peut-être une taxe, il y a peut-être moyen de payer une taxe, je veux dire de laisser son véhicule sur voilà, dans comment on appelle ça, le terrain. Alors, bien que ce soit son propre terrain. Alors, idem pour certaines taxes, certaines villes mettent des taxes pour des voitures qui ont dépassé voilà, un certain nombre d'années d'utilisation. Bon, mais ceux qui veulent voilà, vouloir rentrer dans la ville, malgré le nombre de kilométrages, ou la vétusté de la voiture, ben, ils paieront une taxe. Et du moment s'ils payent normalement une taxe, ils peuvent circuler sur la route. Sur la route, enfin dans la ville,
qui, je veux dire, catalyse les vieilles voitures pour éviter, je veux dire, les pollutions. Si vous payez une taxe de pollution, ils vont vous permettre peut-être de rentrer dans la ville. On va dire ça comme ça. Donc des taxes, il y en a surtout. Hein. Voilà, il y a un site, voilà, SPF Finance, ouais, et voilà, ici vous créez impôt des sociétés, personnel de rémunération, il y a des impôts là-dessous aussi, il y a la TVA, il y a d'autres taxes, et vous pouvez voir les autres taxes ici. Voilà. Alors il y a aussi des axis aussi, les axis, voilà, au niveau euh, des douanes, voilà. Alors vous avez ici les données patrimoniales, voilà, euh, etc., etc. Bon, les taxes, c'est pas ça qui manque. Ici, il y a aussi taxe shelter. Euh, bon, les taxes, c'est pas ça qui manque. Hein. Bon, partout chaque chose que vous allez acheter, il y a une taxe. Maintenant, si vous achetez par exemple un petit bouquin à quelqu'un, il n'y a pas de taxe, c'est normal, parce que bon, vous l'achetez à, on va dire, comment on appelle ça, à, voilà, de gré à gré. Si vous vendez un petit bouquin à un ami, il n'y a pas de taxe, vous n'allez pas mettre une taxe là-dessus. Parce que c'est occasionnel. Vous vendez un livre occasionnellement. Maintenant, si vous vendez 2 livres tout le temps, à ce moment-là, à ce moment il faut aller, ça fait partie d'avoir un. C'est comme si vous avez un boulot. Et donc là, il faut un registre de commerce. Hein. Si vous faites beaucoup de commerce, à ce moment, il faut déclarer vos revenus. Maintenant, c'est pas parce que vous avez vendu là 3, 4, 5 livres qu'il faut déclarer un registre de commerce. Hein. Ouais, l'activité commerciale n'intervient dès le moment que vous avez un certain revenu qui rentre. Parce que si vous faites rentrer 500 euros par année, voire 600, voire 700, c'est pas suffisant pour ouvrir voilà, pour établir un registre de commerce et ouvrir un commerce. C'est pas suffisant. On va dire ça comme ça. Donc, ici, on a au niveau des sources des moyens d'action, ouais, ici, attention que ce sont les moyens d'action, le passif, c'est la source des moyens d'action. Donc, il y a les moyens d'action et source des moyens d'action. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on retrouve dans le passif, dans ces sources des moyens d'action, ben, les origines, les ressources, comme je l'ai dit, les capitaux propres, les capitaux extérieurs, tout ce qu'on, de tous ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire les personnels, je veux dire, qui chapeautent la structure de la société. Alors une société, c'est pyramidal, parce que ces personnes-là viennent au-dessus. Bien sûr, une structure pyramidale, c'est comme ça. Les employés, les ouvriers se trouvent, bien sûr, ici. Enfin, on va dire plutôt enfin, faut voir qui, voilà, touche le plus. Plus vous touchez le plus, plus vous êtes au-dessus de la pyramide. On va dire ça comme ça. Un chef, il touche plus, donc il est au-dessus de la pyramide. Alors, plus on monte au-dessus de la pyramide, plus on se rapproche je veux dire, des personnes qui tirent les ficelles. Vous êtes proche du patron, vous êtes proche, voilà. Vous êtes un grand chef de l'entreprise, vous êtes proche du patron. Hein. On va dire ça comme ça. C'est vrai parce qu'au niveau de la structure pyramidale, vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas en bas. Voilà. Et donc, il n'y a pas de contact, normalement, il n'y a pas de contact entre ceux du bas et ceux de la structure du haut. Voilà. Si maintenant, certains ont des doléances à faire, ils remontent d'un cran. Ils remontent d'un cran. Voilà, ici. Et parfois, il y a des gestions qui se font d'un cran, d'un étage plus haut à un étage plus bas. Voilà, c'est juste voilà, des communications qui se font comme ceci. Parfois, ça peut monter de 2 étages. Mais rarement, ça remonte, je veux dire, chez les actionnaires. Hein. Les actionnaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est de toucher le plus grand dividende possible et donc que l'entreprise marche au mieux. Alors, au mieux, c'est-à-dire que les cadres du management doivent faire en sorte de pouvoir tirer leurs épingles le mieux possible, en fonction, bien sûr, de l'état économique de la société. Parce que bon, si on peut leur dire de faire des bénéfices, mais si maintenant on est dans un processus d'amortissement, enfin d'achat de machines, ben, difficile si on achète des machines, beaucoup de machines, en un court laps de temps, ben, c'est difficile de faire du bénéfice cette année-là parce que on a investi énormément d'argent sur
je veux dire, cette année-là. Donc on a investi beaucoup, donc on fera moins de bénéfices comparativement à si on fait moins de, euh, d'investissement avec beaucoup plus de, voilà, de rendement dans l'entreprise. Le but du manager, c'est d'avoir le rendement, hein. C'est-à-dire la productivité optimale. Et bien sûr, ça ne dépend pas que des managers, parce qu'il ne suffit pas de manager une société, de se dire bon, que la société va aller. Bien sûr, j'ai toujours dit que ça dépendait d'un grand critère qui était la clientèle, hein, parce que sans clientèle, vous avez beau avoir des super managers, ça ne marche pas comme ça. Il faut une clientèle. Et pour ça, pour avoir la clientèle, il faut avoir des clients. Ce client, c'est si vous avez des clients qui payent, parce qu'il y a toujours l'histoire de la concurrence. La concurrence, bon, les clients en général, ils cherchent des produits moins chers, mais pas toujours. C'est pas toujours vrai ce critère-là. Il y en a qui recherchent la qualité, ils vont payer le prix. Bon, on peut avoir des gros clients, deux, trois gros clients qui vont tourner une société. Voilà, deux, trois gros clients suffisent. Si c'est des gros clients, même, à ce moment-là, il ne faut pas les perdre. Parce que si vous êtes trois gros clients, il ne faut pas les perdre. Il faut bien les avoir. Voilà, si vous commandez tous les jours des gros montants, ça doit être si c'est des gros clients qui ne vont pas voir ailleurs, il faut les garder. Votre société va dépendre de ces gros clients. Maintenant, si vous avez toute une multitude de petits clients, voilà, qui eux regardent les prix, se regardant sur les prix, vous allez perdre des clients, vous allez en gagner, voilà. Le tout, c'est de faire sortir, d'avoir une clientèle, d'avoir voilà, une force de vente très forte, parce que ça ne dépend pas des managers. Une entreprise, pour qu'elle tourne, c'est tout qui doit tourner. C'est les managers, c'est les forces de vente, c'est la production. Enfin, voilà, tout doit fonctionner, tout. Voilà, s'il y a un secteur d'activité, un domaine qui bloque, si la clientèle bloque, ça va bloquer beaucoup de choses, hein, je vous le dis tout de suite. La sortie, c'est les clients. Si la clientèle bloque, là, les rouages, ils commencent à ne plus tourner correctement parce que ça sert à rien de faire du management ou sortir beaucoup de production si les clients ne sont pas là. Voilà, on sort beaucoup de production, hein, quand on a de la clientèle, et donc quand on sort beaucoup de production, voilà, attention que sortir beaucoup de production, il faut savoir calculer. C'est pas parce qu'on sort beaucoup de production que voilà, on est gagnant. Parce que parfois, ça peut avoir un coût qui peut vous ramener, je veux dire, faire tomber la société, hein. Coût de production, c'est géré par des gestionnaires de production, hein. On ne sort pas de la production en quantité comme on veut. Parce que parfois, si on vous en sortait trop, il y a certains cas de figure, ça ne va pas. Parce que la société va crouler, va tomber, la société va tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut des gestionnaires de production. Un gestionnaire de production, c'est à lui qui va calculer, je veux dire, tous les critères qui sont mis en jeu pour pouvoir voir si on est sur des courbes, voilà, où on n'est pas, voilà, les coûts de production, n'atteignent pas des maximums qui seraient invivables pour la société ou des choses comme ça. Le tout, c'est pas de produire tout azimut et de se dire bon, on va produire ce qu'on veut. Voilà, parce que dans la production, les productions amènent des coûts. Le tout, c'est d'avoir la clientèle. Une fois qu'il y a de la clientèle, voilà, le marché est ouvert. Là, à ce moment-là, on peut envisager beaucoup de choses, tout en calculant, parce que tout est une question de calcul ici, hein. Tout est une question de gestion. Donc, le tout, bien sûr qu'il faut des managers, il faut manager, c'est-à-dire, voilà, avoir un leadership, une politique d'entreprise. Voilà, une culture et une politique d'entreprise. Il faut avoir une culture et une politique d'entreprise. Voilà, une culture et une politique d'entreprise avec des leaders. Voilà, des leaders, mais un leader n'est pas leader qui veut. Voilà, il faut, je veux dire, du personnel compétent qui puisse, on va dire, faire tourner, je veux dire, la boîte. Elle n'est pas leader qui veut. Vous allez mettre une personne, remplacer une personne par une autre, l'entreprise ne va pas tourner. Maintenant, il y a des super leaders. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vont vous faire tourner 3 entreprises en même temps. 3. Ils vont vous faire tourner 3 entreprises en même temps, voire 4. Voilà. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont compris, voilà, qu'ils ne s'occupent pas. Voilà, ils délèguent des charges. Chacun à sa place. The right person in the right man in the right place. La bonne personne à la bonne place. Donc les leaders, ils ne sont pas forcément ici, hein. Ils sont peut-être voilà, des niveaux très élevés. Et à ces niveaux-là, ils peuvent chapeauter plusieurs entreprises. Voilà, ils ne sont pas obligés de tout faire. Voilà, c'est comme un ministre.
On ne lui demande pas de, je veux dire, de descendre, aller régler les problèmes de la population. Hein. Voilà, sinon, je veux dire, c'est interminable. Il doit régler le problème de 5 millions d'habitants. Je veux dire, après, lui, il a un niveau haut. Lui, on lui délègue voilà, il y a des bureaux qui s'occupent de la population. Au-dessus de ces bureaux, il y a encore des bureaux. Voilà, on ne touche pas le ministre, je veux dire, en direct. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est justement, voilà, c'est cadré de manière structurelle, de manière architecturale, par exemple pyramidale, et celui qui a personne au-dessus, tout au-dessus, ne va pas s'occuper de 5 millions d'habitants, ni de 10 millions, ni de 15 millions, ni de 20 millions. Il va s'occuper de, voilà, d'un ministère avec, je veux dire, des fonctions qui lui sont appropriées. Chacun à sa place. Les leaders ont leur fonction. Ils ne vont pas se descendre à gérer le problème de 5 millions de personnes, 10 millions, voire 15 millions. Eux, ils ont, voilà, des dossiers qui sont, on va dire, des dossiers grosso modo. Ils travaillent sur des dossiers grosso modo. Voilà, et il faut, voilà, ils ont des plans sur des différents domaines et ils voient globalement. C'est pas, ils voient pas de l'individu à l'individu. Ils voient sur le plan global. Voilà, c'est ça les ministères. Parce que ce sera ingérable pour une personne de régler le problème de 5 millions de personnes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des leaders qui sont capables de gérer plusieurs entreprises en même temps. Donc, et bien sûr, là, il y a toujours égalité entre l'actif et le passif. Alors, on peut parler de valeur. On peut parler de valeur, mais en se plaçant à des points de vue différents. Donc l'actif, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens d'action concrets, y compris les créances qui vont alimenter les rentrées d'argent, y compris les créances qui vont alimenter les entrées d'argent, et le passif qui indique d'où cela vient, ou à qui cela reviendra en cas de liquidation. Alors il y a le droit des investisseurs et des créanciers, bien sûr, avec son aspect soit le plus concret, voire le plus abstrait. Alors, supposons qu'on a une entreprise, voilà, je vais jouer avec des valeurs pile poil, voilà, des valeurs de 100, actif, passif, alors ici on a capitaux propres, 40 millions en capitaux propres. Capitaux propres. Alors des capitaux extérieurs, je prends des emprunts capitaux extérieurs, des emprunts, voire des dettes, emprunts, des dettes. Alors 60 millions. Voilà. Alors ce qui veut dire que comme l'actif est égal au passif, l'actif égal au passif, là on va se retrouver avec 100 millions d'office. On a 100 millions d'avoirs. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, en gros, ce qu'on peut dire aussi, c'est ceci constitue 40%. Voilà, capitaux propres, capitaux extérieurs, 60%. Voilà. Et bien sûr, ici, on a du 100%. Voilà. Et là, on voit qu'est-ce qu'est la part de capitaux propres et de capitaux extérieurs par rapport au 100%. On a une vision de ce que peut être les capitaux propres et les capitaux extérieurs par rapport au 100%. Alors, je rappelle que les capitaux propres, ça peut être une société provenant d'actionnaires, par exemple. Donc, c'est des actionnaires, voilà, avec administrateurs, des gérants, etc. Voilà, chacun porte voilà, sa monnaie trébuchante, sonnante et trébuchante, pour formaliser, je veux dire, voilà, les avoirs de l'entreprise. Les avoirs ici sont de 100%. C'est les actifs. Les actifs sont de 100%. Alors je rappelle que dans les actifs, plus on descend, plus c'est liquide. Plus on descend, plus ça devient liquide. Voilà. Liquide, c'est-à-dire monnaie sonnante et trébuchante, hein, bien sûr. En cas de liquidation, voilà, à ce moment-là,
qu'est-ce qui se passe si on liquide ici? Alors je rappelle que la liquidation, c'est pas forcément une faillite. Hein. Il y a des gens qui arrêtent toute activité. Bon, il y en a qui font des fausses faillites pour prendre tout l'argent, bien sûr. Bon, ça c'est autre chose. Là où il y a de l'argent, il y a toujours, voilà, on va dire des profitages. C'est normal parce que les gens, il y a des gens qui sont, quand ils voient l'argent, bon, ils voient l'argent, ils disent que pour certaines personnes, c'est l'argent qui fait tourner le monde. C'est l'argent qui fait tourner le monde. S'ils n'ont pas d'argent, ils savent pas acheter de voiture. S'ils n'ont pas d'argent, ils savent pas acheter une maison. S'ils n'ont pas d'argent, ils savent pas faire tourner une boutique. S'ils ont pas, voilà. Donc, ce qui fait tourner le monde pour le kidam, c'est l'argent. Sans argent, ils peuvent pas faire vivre sa famille. Sans argent, il peut pas acheter une voiture. Sans argent, il peut pas se déplacer. Sans argent, il peut pas, voilà, se soigner. Ouais, donc l'argent, il en a besoin. Dans tout pays, dans tout système, voilà, dans tout pays, toute personne a besoin d'argent. Parce que sans argent, c'est fini le temps du troc. Hein. Bon, on donne un poulet, pendant qu'on donne un poulet et des œufs, voilà, une autre personne nous donne, je sais pas moi, des patates qu'il a cultivées dans son champ. Ou l'autre, il était à la chasse, il a tué 3 lapins. Ouais, les lapins, il n'y en a plus, je vous le dis tout de suite. Hein. Dans les bois, il n'y a plus de lapins. Il n'y a plus de lièvres, il n'y a plus de lapins. Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin bref, ils ont mangé peut-être. Peut-être qu'ils ont mangé ce que les champs, les fermiers mettaient dans les champs. Alors, bon, ce qu'ils disent, il y a eu la toxoplasmose pour les lapins. Mais à mon avis, c'est aussi ce qu'ils mangeaient dans les champs, voilà, les pesticides, etc. Bon, ils ont été empoisonnés, on ne retrouve plus de lièvres ni de lapins. Mais enfin bref, du temps où il y avait des lièvres et de lapins, ben, certains tuaient des lièvres, des lapins. Alors les bois ici, il y avait beaucoup de bois, il y avait des biches, beaucoup de biches. Voilà, il y avait des cerfs, il y avait des dindes, comment on appelle ça, des faisans. Il y avait des lapins, des lièvres, il y avait des écureuils, il y avait des renards. Bon, c'est pas ce qui manquait, je veux dire, en viande. Hein. En viande, c'est pas ce qui manquait dans les forêts et les bois. Les bois et les forêts. Maintenant, les bois et les forêts se sont rétrécis. Bon, on a des champs tout autour, avec beaucoup voilà, de produits, des produits, je veux dire, malfaisants pour la nature, on va dire. Pour la nature. Et donc, la nature, bon, s'il y a moins de lapins, voilà, c'est l'histoire de la pyramide de la chaîne alimentaire. S'il y a moins de lapins, il y a moins de ci, s'il y a moins de ci, il y a moins de là, s'il y a moins de là, il y a moins d'autres choses. Et après, il y a une réduction, ça retombe comme peau de chagrin. Et voilà. Ça retombe comme peau de chagrin au niveau des animaux, dans les bois. La population des animaux, je veux dire, avant il y avait beaucoup de sangliers, les gens sont dérangés par les sangliers, ils les tuent. Donc la population des sangliers, elle diminue. Voilà, donc la plupart des animaux, on rencontrait parfois dans les bois beaucoup d'animaux, énormément de lapins, de lièvres, de sangliers, voilà, de chevreuils, de cerfs, de biches, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Donc avant, on pouvait encore faire du troc, quelqu'un ramenait des biches, bon, et il allait à la ferme, certains, il veut des poules avec il avait des œufs, bah, il donnait de ses œufs et ses poules. Donc avant, il y avait le troc. Il y avait le troc. Certains, ils faisaient, voilà, ils cultivaient le champ, bah, il échangeait ses patates, voire ses tomates, voire ses bananes, voire ses oranges, ses mandarines, etc., avec des animaux. Donc c'était des végétaux contre par exemple, des végétaux contre voilà, des animaux. Voilà, de la viande contre des légumes ou voilà, des fruits et légumes. Des fruits et légumes contre des animaux, contre de la viande. Donc on échangeait, c'était un échange. Voilà. Maintenant, tout est monnayable, c'est l'argent. Dès le moment où un État sort de l'argent, ben, tout se fait sur base de la monnaie. Et donc la monnaie, il faut avoir des revenus. Donc les revenus, on doit les gagner, en allant travailler bien sûr. On doit travailler, on rapporte de l'argent, et puis après, bon, on dépense comme on veut, bon lui semble son argent, parce que il est propriétaire de l'argent, il fait ce qu'il veut de son argent, il le dépense comme il veut, mais le problème, il faut qu'il sache gérer, parce qu'après, quand il n'a plus, il va les demander aux autres, et les gens ne vont pas forcément donner voilà, leur argent, parce que l'argent, c'est quand vous demandez de l'argent à quelqu'un, on ne donne pas facilement de l'argent. Hein.
On ne donne pas forcément de l'argent. Je veux dire, si je vais demander 2000 euros à quelqu'un à prêter, je veux dire, même dans les familles, on ne vous donnera pas 2000 euros. C'est comme ça, je veux dire, parce que l'argent, c'est difficilement, je veux dire, parce que les gens, déjà, ils font pas confiance à ce que, je veux dire, ils vont pas se faire rembourser. On croit qu'ils ont affaire à des arnaqueurs. Les gens sont vite, on va dire, méfiants. Sont vite méfiants. Ils se disent, ouais, il va me demander de l'argent, il ne m'en rendra jamais. Parce qu'il est déjà dans un problème, il n'a pas, voilà. Alors qu'il y a des gens, ils vont demander 2000 euros, mais quand ils vont rendre 3000. Hein. Parce que remerciement, c'est un remerciement. C'est un remerciement. Mais voilà, chacun est comme il est. Voilà, donc ici, je disais que si l'entreprise, ouais, je disais qu'il y a des entreprises qui tombent en faillite. Bon, ça arrive malheureusement. L'entreprise, elle tourne mal, mauvaise gestion, perte de clientèle. Voilà, le produit qui ne correspond plus, je veux dire, à l'époque. Voilà, elle a fait son temps. L'entreprise n'a pas été, voilà, ne s'est pas améliorée pour améliorer un produit ou avoir un produit de substitution, un produit voilà, un autre produit tout simplement. Hein. On peut avoir un autre produit qui sort, qui jaillit de l'entreprise. Voilà, pas forcément de substitution, mais un autre produit carrément différent. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc elle n'a pas su se remettre à jour, n'a pas su s'améliorer par rapport à l'époque, et donc fatalement, elle n'a pas fait de la publicité, n'a pas eu de la force de vente, elle n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir sortir de son problème. Donc à ce moment-là, il y a des entreprises qui tournent mal, qui tombent en faillite, trop de dettes et ça va pas. Voilà, elle n'a pas su, je veux dire, dans son environnement, elle n'a pas su, voilà, elle n'a pas su ou n'a plus su voilà, faire face aux différents problèmes que lui posaient voilà, les problèmes d'entreprise. Et donc, on peut avoir des faillites, mais on peut avoir aussi des entreprises qui sont liquidées de manière, on va dire, abjecte. C'est-à-dire des familles qui ont fondé des sociétés pendant des années, et puis du jour au lendemain, il y en a un qui décide de tout liquider, de faire semblant qu'il y a une faillite, et il prend tout l'argent et il part dans un autre pays. Ouais, voilà, il va dans d'autres sujets. Il va profiter de tout ce que toute une génération a fait pendant des années derrière, mais elle profite, elle prend tout l'argent, elle dit ouais ma société est tombée faillite, il cache l'argent et il part en... Voilà. Et donc il y a des faillites frauduleuses aussi, hein, comme ça. Donc il y a des vraies faillites et il y a des faillites frauduleuses et il y a des gens qui liquident. Ils se disent bon, ouais, c'est fini, j'en ai marre, j'ai fait mon temps, bon, ça m'intéresse plus, soit je revends, ou voilà, j'arrête. J'arrête. Voilà. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais généralement, les gens ils revendent. Hein. C'est un patrimoine. Une entreprise, c'est un patrimoine. Patrimoine, on ne jette jamais un patrimoine. Voilà. Le patrimoine, attention, qui peut être détruit en cas de guerre. Hein. En cas de guerre, c'est un avion qui vient bombarder, je veux dire, un magasin. Vous aviez un magasin, il vient tout détruire. Ça fait partie du patrimoine. Et, voilà, le patrimoine il va tout être détruit par, bon, je veux dire, la destruction, je veux dire, extérieure. Une destruction extérieure. Donc, le patrimoine, il peut, voilà, partir. Mais en généralement, il se vend. Il passe d'une personne à une autre, ou etc. Et donc, là, à ce moment-là, si l'entreprise est liquidée, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura 40% du patrimoine qui va passer, bien sûr, aux investisseurs. Hein. Aux investisseurs. Les investisseurs, bien sûr, parce que ça, c'est le voilà, capital propre. Ce sont les capitaux propres de l'entreprise. Donc 40% reviennent aux investisseurs. C'est normal, c'est à eux que reviennent voilà, le droit. Maintenant, il faut voir aussi les comptes de charges. Hein. Oui, charges et produits. Parce que là, si voilà, l'exercice ramène des bénéfices, s'il ramène des bénéfices, bien sûr, il y aura le paiement, il y aura des dividendes aussi. Les dividendes, il faut regarder l'année, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des bénéfices ou des pertes. Alors, s'il y a des pertes, bon, il faudra payer ces pertes-là. Voilà. Là, à ce moment, il y a un curateur mais qui va fixer les choses suivant la législation. Bien sûr, j'ai toujours dit qu'il y a toujours la législation qui est autour. Voilà, et 60%, bien sûr, va passer aux créanciers.
C'est normal parce que c'est les emprunts des dettes, faut donner d'abord à ces gens-là ce qui leur vient de droit. Alors, je vous rappelle ce schéma. On a les actifs immobilisés. Alors, vous voyez que dans les actifs, on a les actifs immobilisés ou ce qu'on appelle les valeurs immobilisées. Mais ici, j'appelle ça actif parce que ça se passe du côté actif. Alors, on a les actifs circulants ou de roulement. Vous les voyez. Alors, le passif, bon, c'est les capitaux propres. Et voilà, et les dettes. Alors, comme il y a une égalité, on a toujours une égalité entre actif et passif. Qu'est-ce que je peux faire? Là, on a l'actif, le passif. Eh bien, je peux faire un calcul. Bon, ici, on a les capitaux propres. Et bien sûr, ici, on a les moyens d'action. Capitaux propres. Et donc, comment avoir les dettes fournisseurs? Alors, je rappelle que ici, les capitaux propres plus les dettes fournisseurs vont donner, voilà, le montant passif. Là, les moyens d'action vont donner le montant actif. Et on a toujours égalité entre le montant des actifs et le montant passif. Ce qui me permet de dire que les moyens d'action, attention qu'ici c'est M indice A, ici c'est M.A, c'est moyen d'action ici, moyen d'action. Ici c'est montant de l'actif, ça c'est le montant passif. Il y a égalité, dans le bilan c'est toujours une égalité. Dans le bilan on a toujours une égalité. Alors, ici, je peux écrire que c'est les CP plus les dettes fournisseurs. Dettes fournisseurs. Ce qui veut dire que si je fais les moyens d'action moins les dettes fournisseurs, j'ai les capitaux propres. Et ça, c'est une formule. Donc, les moyens d'action moins les dettes fournisseurs, ben, c'est les capitaux propres, c'est-à-dire non empruntés ou non dus à des tiers. C'est les capitaux propres. Je rappelle que c'est non dû à des tiers. Alors, encore une fois, je répète encore une fois, plus vous descendez vers le bas et plus c'est liquide, plus on descend vers le bas, plus les biens sont liquides. Par exemple, si je prends un bâtiment c'est au-dessus, un bâtiment c'est dans voilà, immobilisation corporelle. Voilà, on va retrouver voilà, c'est l'actif immobilisé du bâtiment qui n'est pas destiné à être transformé rapidement en monnaie. Voilà. C'est normal, on peut vendre ce bâtiment. À ce moment, il va se transformer en monnaie. Mais on va dire, il ne va pas être facilement transformable en monnaie. Sauf quand on l'entend, quand on a envie. On se dit, bon, on va vendre le bâtiment. À ce moment-là, c'est normal que le bâtiment va rapporter de l'argent. Mais tant qu'il est là, c'est un capital, c'est un patrimoine qui est là, voilà, qui est exploité, mais je veux dire qui ne rapporte pas d'argent, mais qui peut rapporter si on le revend. Si on revend ce patrimoine. Donc, c'est pour ça que je dis que, bon, le bâtiment qui n'est pas destiné à être transformé rapidement en monnaie, mais par contre, si on descend en bas, on a l'actif circulant, on va retrouver le compte 550 qui est valeur disponible, hein, dans les valeurs disponibles, entre 54 et 58. Voilà, banque, c'est voilà, la banque c'est 550. Voire caisse qui est aussi dans cette zone-là, valeur disponible, entre 54 et 58. Là, à ce moment-là, là, vous comprendrez, c'est de la monnaie. Voilà. On a des liquidités plus accessibles. La caisse, on a des liquidités plus accessibles. Donc c'est plus liquide, si vous voulez. C'est plus liquide. Alors, au niveau du passif, plus c'est exigible, exemple les dettes à court terme, plus on se trouve vers le bas. Bien sûr, du document, on va dire
on va se retrouver donc des capitaux permanents aux dettes à court terme. Pourquoi? Parce que plus c'est exigible, plus on se retrouve vers le bas. Plus c'est exigible, plus on se retrouve vers le bas. Donc ce qui veut dire que ici, donc vous voyez que vous avez une dette à plus d'1 an. Bon, c'est pas vite exigible les dettes à plus d'1 an. Par contre, les dettes à 1 an ou plus, c'est vite exigible. Donc plus on se trouve vers le bas, plus c'est exigible. Donc, ce qui permet de faire un schéma. Donc plus on est à gauche vers le bas, plus c'est liquide, plus on est à droite vers le bas, et plus c'est exigible. Alors, il y a une nouvelle façon de voir les choses, par rapport à ce que je viens de dire. On a l'actif, le passif. Alors, les capitaux propres, les CP, ben, c'est de l'ordre du non exigible. C'est de l'ordre du non exigible. Capitaux propres, voilà, c'est de l'ordre du non exigible. Et vous voyez, c'est voilà, les réserves, plus-value, réévaluation, bénéfices reportés ou pertes reportées, subsides en capital, provision pour risques et charges, etc. Voilà, ça c'est du non exigible. Oui, à propos, les comptes de bilan, ici vous savez le voir, hein. CTRL F, voilà. Je vais descendre ici. Tout ce qui est marqué P, c'est passif. Voilà, tout ce qui est marqué A, c'est actif. Hein. Voilà, A, c'est actif. A, c'est actif. Alors, pas confondre les comptes de charges et de produits. Hein. 6 et 7, ça n'a rien à voir. Voilà, je parle de compte de bilan. Voilà, P passif, etc. P passif, A actif, etc. Alors 6 et 7, ça n'a plus rien à voir. C'est compte de résultat ou compte de gestion. Alors, donc je disais, capitaux propres, c'est du non exigible. Et pour ce qui est de l'exigible, eh bien, on a l'exigible, bien sûr, à long terme, et le court terme. Voilà. Plus on descend vers le bas, plus c'est du court terme. Alors bien sûr ici on a les valeurs, les actifs immobilisés ou valeurs immobilisées, et puis vous avez les actifs, les actifs circulants d'exploitation. Alors vous voyez le stock, on a les valeurs d'exploitation, on a les stocks, valeurs réalisables, voilà, autres, et valeurs disponibles. Valeurs disponibles, valeurs réalisables, placement de trésor, valeurs disponibles et valeurs réalisables. Et alors on a les stocks, hein, valeurs d'exploitation. Donc on aura ici une décomposition en ici c'est les actifs immobilisés, actifs circulants ou ce qu'on appelle les actifs de roulement. On a les valeurs d'exploitation comme les stocks, les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Donc, alors, on peut revoir les choses autrement. Il est possible de faire apparaître les grandes masses du bilan. Alors, on peut faire apparaître les grandes masses du bilan. Alors, certains auteurs, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, incluent les valeurs d'exploitation, stock, dans le réalisable. Ce qui va le transformer prochainement en monnaie. Voilà. Donc ceci, certains auteurs le mettent dans le réalisable. Ils mettent ça là-dedans. Parce qu'ils se disent que le stock va être transformé en monnaie sonnante trébuchante, c'est-à-dire en liquide. Plus on descend vers le bas à gauche, plus ça devient liquide. Voilà.
Et au passif, plus c'est exigible, plus on se trouve vers le bas du document. Donc le court terme. Vous voyez que le court terme, c'est le plus exigible, c'est le court terme. Voilà, alors, en ce qui concerne, donc, les structures du bilan, voilà, la structure du bilan, il est là. Alors, je rappelle que les créances à plus d'un an s'analysent comme des valeurs immobilisées. Voilà, les créances à plus d'un an, on les voit comme des valeurs, on peut les voir comme des valeurs immobilisées. Enfin, les créances à plus d'un an s'analysent comme des valeurs, on va dire, s'analysent comme des valeurs immobilisées. Alors, le bénéfice, lui, il fait l'objet plutôt d'une approche plus détaillée, à l'aide, bien sûr, des comptes de charges et de produits, mais ça n'a rien à voir ici. Hein. Mais, attention que c'est aussi, le bénéfice est aussi une source de financement. Le bénéfice est une source de financement. Ce que vous avez gagné, on réinjecte. On peut réinjecter les bénéfices. Donc, ça peut être une source, une nouvelle venue de... Voilà, donc c'est pour ça que l'entreprise, voilà, elle peut s'auto-alimenter. Hein. Grâce, bien sûr, aux comptes de gestion. Vous avez les comptes de gestion. Où là, les comptes de gestion, si vous faites un bénéfice, là, on a voilà, les charges et les produits. Les comptes, on va dire... attention que ce sont les charges ici. Hein. Charges. Produits. Les comptes de gestion. Supposons qu'on a plus de charges, plus de produits que de charges. Les produits sont plus importants que les charges. À ce moment-là, on tire un bénéfice. Et ce bénéfice, il peut être réinjecté, voilà, et faire tourner, grossir, voilà, la part du patrimoine de l'entreprise. On peut réinjecter, bien sûr, il y a une partie qui va être distribuée aux actionnaire, etc. C'est le but de rémunérer aussi les actionnaires. Parce qu'ils ont le droit, parce que c'est eux qui ont formé l'entreprise. Et donc, on peut réalimenter, réinjecter cet argent. Cet argent est tournant. Pour autant que vous faites des bénéfices. Parce que si vous faites des pertes c'est embêtant. Les pertes, c'est toujours embêtant. Alors, on va dire, un schéma à bien en avoir en tête pour le bilan. Hein, pour le bilan. C'est le suivant. On a, bien sûr, les actifs. Et ça à bien avoir en tête pour ceux qui font la comptabilité. Il faut connaître par cœur ceci. Hein. Voilà, vous avez les capitaux propres, les dettes, on va dire, les dettes à terme, c'est-à-dire, c'est du long terme, attention. Hein. Ici, ça, dette à terme, c'est du long terme. Et dette à court terme. Dette à court terme, voilà, pas confondre les deux. Et donc, les ressources permanentes, elles sont là, les ressources permanentes. Les ressources permanentes, je rappelle que ça, c'est le patrimoine, enfin, c'est le, comment on appelle ça, les capitaux propres, et ça, c'est les capitaux étrangers. Capitaux étrangers. Capitaux propres, ils sont là. Capitaux étrangers, c'est des dettes à long terme. Bon, après, on peut avoir des dettes fournisseurs qui sont des dettes à court terme. Ce sont des dettes à court terme qui se placent juste en dessous. Et ça, tout ça, ce sont on va dire, des ressources permanentes. Les ressources permanentes, c'est les dettes, les capitaux propres et les capitaux extérieurs. Ces deux-ci, ce sont les ressources permanentes. Voilà. Alors, bien sûr, de l'autre côté, vous avez les actifs immobilisés ou les valeurs immobilisées. Les actifs immobilisés ou valeurs immobilisées. Autour de ça s'articulent les valeurs d'exploitation ou les stocks. Hein. Généralement, les stocks. Valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables, les valeurs disponibles.
Et ça, c'est ce qu'on appelle les actifs circulants ou les actifs de roulement. Et ça, c'est un schéma bien à avoir en tête. C'est un schéma à avoir en tête. Donc, capitaux propres, capitaux extérieurs qui sont dettes à long terme. Puis vous avez les dettes fournisseurs à court terme. Voilà. Et puis vous avez à gauche, donc à l'actif, ben, les actifs immobilisés ou valeurs immobilisées. Alors, bien sûr, qui sont ici. Hein. Vous reprenez ça d'ici. Vous reprenez ça d'ici. Alors, certains auteurs, comme je dis, ils maintiennent les stocks dans le réalisable. Alors, on pourrait, pour certains auteurs, on pourrait se contenter d'en exclure le stock de sécurité. Le stock de sécurité peut être exclu du stock. Alors maintenant, dernière chose, ne pas confondre, bien sûr, comme je l'ai dit, le bilan des comptes de charge de la classe 6 et des comptes de produits classe 7. Parce que là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les comptes on fait intervenir les comptes de résultats qui permettent de tirer, voilà, les comptes de résultats permettent de tirer bénéfice ou une perte. Et permettent de payer les impôts qui vont avec, hein, bien sûr, en fonction du bénéfice ou de la perte. C'est par rapport à ce critère-là qui viendront le paiement des impôts. Vous n'avez pas payé d'impôts si vous faites des pertes. On va dire comme ça. Les impôts, c'est par rapport à ce qu'on a gagné. C'est pour ça que beaucoup de gens essaient de cacher qu'ils ont fait un grand bénéfice. Voilà, bon. Et ça, c'est. Ils vont manigancer, ils vont traficoter, ils vont traficoter, on va dire manigancer, trafiquer. Traficoter, c'est trafiquer, manigancer, manipuler les comptes. Les comptes. Bon, c'est leur droit personnel, mais c'est pas le droit de l'État. Hein. C'est un droit personnel qui, voilà, qu'il se, il, il préjuge d'une façon de faire qui est la leur. Mais maintenant, il y a bien sûr des institutions où vous leur devez de l'argent et qui peuvent envoyer du personnel compétent pour aller décortiquer tous les comptes et vérifier s'il y a bien, je veux dire, une réelle perte ou un bénéfice réel ou un bénéfice traficoté ou manipulé ou voilà, un faux bénéfice pour éviter de payer trop d'impôts. Et donc, des personnes vont être amenées à enquêter et aller même espionner, parce que bon, l'enquête, généralement, l'enquête se fait par de l'espionnage. Hein, je vous le dis tout de suite. Les enquêtes se font par de l'espionnage, l'espionnage de tout, hein, de tout ce qui est possible d'espionner. Voilà. Et donc, d'aller visiter, je veux dire, d'inspecter, visiter les différents comptes de l'entreprise et avec, bien sûr, avec des différentes façons de voir les preuves du patrimoine que l'entreprise posséderait, le personnel qui serait, je veux dire, en droit de travailler, je veux dire, dans des conditions, je veux dire, légales. Parce que bon, certains vont dire qu'ils ont travaillé avec autant de personnel, mais c'est pas vrai. Ils ont fait travailler beaucoup de personnel en noir et vous font semblant qu'ils ont travaillé avec du personnel, autant de personnel. Par exemple, vous dire j'ai 20 personnes et dans les 20 personnes, il y a 10 qui travaillent en noir. Voilà, et vous dites bon, je travaille qu'avec 10 personnes. En fait, elle travaille avec 20 personnes, mais 10 personnes déclarées, 10 personnes en noir. Bon, là, il peut y avoir comment on appelle ça, des inspections, des enquêtes par les milieux, par des milieux, je veux dire, qu'ils ont leur droit de regard. Par exemple, je pense à l'Office national de l'emploi, je pense à voilà, l'Office national de la sécurité sociale, je pense à voilà, des inspecteurs des impôts, etc. Bon, c'est toutes les caisses avec leurs inspecteurs qui viennent, c'est toutes des caisses avec leurs inspecteurs qui viennent pour aller rechercher leur dû.
pour aller chercher leur dû. C'est normal. Bon, si vous n'avez pas payé l'ONSS, il y a des inspecteurs qui vont vous dire, bon, vous n'avez pas payé l'ONSS, il faut payer l'ONSS. S'il y a des gens qui vous disent, bon, là-bas il manque des impôts, des taxes, etc., que vous n'avez pas payé, ben, il faut les récupérer. Voilà. L'ONEM, ils vont se dire, bon, vous n'avez pas fait travailler du personnel, ben, vous avez voilà, une sanction. Et vous devrez payer une amende. Voilà. Et donc, ça se passe comme ça. Ceux qui ont, vous leur avez traficoté les valeurs, ben, ils vont venir rechercher en bonne et due forme leur vrai code-part qui leur est dû. Alors que bon, certaines personnes traficotaient les comptes. Traficoter les comptes. Moi, je veux dire, normalement, euh, la personne qui a trafiqué les comptes, c'est autant, voilà, euh, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire ça, c'est prescrire ses propres droits. Elle s'est dit, bon, je veux faire mes droits personnels, je veux engager 10 personnes, c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Mais maintenant, par rapport aux droits, elle est en porte-à-faux, parce qu'elle ne peut pas faire ça. Entre le droit d'une personne et le droit de la législation, il y a une différence. C'est que le droit de la personne ne doit pas primer sur le droit de la législation. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Tout le monde fait n'importe tout, n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe en tous les jours. Hein. Il y a beaucoup de droits qui sont bafoués parce que beaucoup de gens se disent, bon, j'ai le droit de faire ça, alors que c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Vous dites, bon, j'ai le droit de faire ça, je fais ça. Voilà, voilà, c'est ma petite liberté. Je fais ce que... Mais quand ils sont surpris, voilà. Là, ils en payent les conséquences par rapport à voilà, leur écart de droit. Entre le droit personnel et le droit de la législation, mais s'il y a un écart de droit, ben, il faut voilà, payer la différence de ce qui se passe entre les deux droits. Voilà, donc au travers des amendes, on va dire ça comme ça. Bon, des récupérations, bien sûr, de montants qui n'ont pas, sont dus à l'État. Par exemple, un faux bénéfice, ben, les gens vont, l'impôt va aller chercher, va tenter de voir quel était le vrai bénéfice et de récupérer, je veux dire, voilà, ce qui lui est dû. Et donc, on va dire, c'est les comptes de résultats, les comptes de gestion, qui vont permettre aux gestionnaires de calculer et d'analyser le bénéfice ou la perte en fin d'exercice. Alors, le gestionnaire, ça peut être aussi, je veux dire, ça peut être un comptable. Hein. Voilà, ça peut être un comptable. Le comptable, il peut être utilisé à différentes sauces. Voilà, un comptable, il peut être utilisé à différentes sauces. Hein. On peut l'utiliser pour beaucoup. Un comptable, il est comptable, mais il peut être embauché. Il y a beaucoup de comptables qui ont ouvert leur boîte. Hein. Ah oui, ça, parce qu'ils connaissent tout sur le fonctionnement d'une entreprise, ils ouvrent leur propre boîte. Hein. Et pas comme indépendants comptables. Il y a des comptables qui sont devenus gestionnaires, des comptables qui sont devenus bon, grands chefs d'entreprise. Et voilà, ils connaissaient tout le système. Une fois qu'ils maîtrisent on va dire les arcanes du système, voilà. Et alors il y a même des comptables qui sont devenus ministres, je peux vous le dire. Parce que dès le moment où ils connaissent les arcanes du système, à partir de là, ils peuvent évoluer vers un monde où ils peuvent voilà, gérer. Alors certains deviennent gestionnaires d'une boîte et d'autres deviennent gestionnaires d'une multitude de boîtes. Hein. D'une multitude de boîtes. Et alors, ce qui se passe, c'est que il y a des comptables voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y en a qui sont experts comptables et finissent par devenir, voilà, des leaders d'entreprise, des leaders et d'autres qui deviennent, voilà, des grands patrons d'entreprises avec, voilà, plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, comme je dis, les arcanes du système. Ils savent gérer des sociétés, ils savent bien qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une société tourne correctement. Voilà. Maintenant, attention que j'ai toujours dit, il y a un facteur fondamental derrière tout ça, c'est la clientèle. Mais maintenant, pour attirer la clientèle, voilà, c'est de trouver, voilà, de faire des études de marché, d'avoir une force de vente importante, créer un produit qui plaît. Pour ça, il faut mettre la recherche et le développement en phase avec le moment. Le moment. Voilà, parce que si vous créez des pantalons qui ne sont plus à la mode, il
je veux dire, vos pantalons, ils vont rester sur... les gens n'achèteront pas vos pantalons. Maintenant, si vous tombez dans un phénomène de mode, que vous vendez des pantalons à la mode, ben, c'est normal que, je veux dire, les gens vont acheter vos pantalons. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont à la mode, hein, ça se vend à un moment donné, puis ça se vend plus. Il y a des choses qui se vendent en saison. Ça marche à certaines saisons, pas d'autres. Vous n'allez pas manger des glaces en hiver, on va dire ça comme ça. Sauf si vous êtes maintenant chez vous, bien au chaud, bon, vous pouvez manger une glace au chaud. Ben, maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a des produits qui fonctionnent quand il fait bon, il y a des produits ouais, sport d'hiver, ça fonctionne pas en été, voilà, c'est saisonnier. Il y a des choses qui fonctionnent en saison, et des choses fonctionnent, voilà, quand il y a un phénomène de mode. Donc, il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent, donc faire attention à ça. Faire attention à ça. Donc, mais il y a des choses qui fonctionnent toujours. Voilà, vous mangez du pain, et le pain c'est tous les jours. Manger des oignons, les oignons c'est tous les jours. Manger des patates c'est tous les jours. Je veux dire, vous mangez quasi tous les jours. Hein. Bon, les patates, on peut manger avec des patates, on peut faire toutes sortes d'alimentation. Voilà, on peut faire des frites, on peut faire euh, on peut faire beaucoup d'alimentation avec des patates, on va dire ça comme ça. On peut faire beaucoup de cuisine. La patate, elle peut intervenir dans pas mal de cuisine. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que la patate, ça fonctionnera toujours. Le pain, ça fonctionnera toujours. Le lait, bon, il en faut tous les jours pour boire. Donc, les œufs, il en faut tous les jours. C'est une source de protéines, les laits. Enfin, comment on appelle ça les œufs, c'est une source de protéines. Ouais, donc, il y a beaucoup de choses qui vont fonctionner au quotidien. Voilà. Maintenant, il y a des choses, vous achetez une fois, vous attendez qu'il tombe en panne pour que... vous achetez un ordinateur, vous n'avez pas acheté un ordinateur pendant le temps qu'il fonctionnera, vous n'avez pas acheté d'ordinateur. D'autres le renouvellent assez souvent, les ordinateurs, parce que bon, ils ont plus de moyens que d'autres, ils se permettent d'acheter des ordinateurs, le tout nouvel ordinateur qui vient de sortir, pourquoi pas. Tant qu'ils ont les moyens, tant mieux, mais tout le monde n'a pas les moyens. Certains ils achètent un ordinateur, ils restent longtemps avec, et puis quand ils tombent en panne, ils en achètent un autre. Donc les ordinateurs, c'est pas tous les jours que les gens achètent un ordinateur, c'est pas un produit de consommation, je veux dire, au quotidien. Le produit de consommation au quotidien, vous vous levez au matin, vous buvez un café, donc c'est le café, c'est les boissons de toutes sortes, les beuvrages, je ne sais pas comment on peut dire, les beuvrages, tout ce qui est, voilà, canette, boissons en canette. Bon, ça, les gens, ils achètent, ils passent près d'un magasin, ils achètent. Ouais, beaucoup de choses, qui fonctionnent, hein, les cigarettes, etc. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui fument, malgré que on essaie de leur imposer voilà, des difficultés de fumer, par le prix, par les taxes, etc., etc. Et par les photos qui sont sur les paquets de cigarettes, mais malgré tout, il y a toujours des gens qui fument. Bon, c'est leur liberté. Voilà, c'est leur propre liberté, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, pour autant qu'ils respectent la loi, c'est-à-dire qu'ils ne fument pas, je veux dire, n'importe où, pour éviter voilà, que d'autres personnes deviennent fumeurs passifs. Voilà, mais il y a beaucoup de choses qui tournent. Les cigarettes, ça tourne, l'alcool, ça tourne, je veux dire, le pain, ça tourne, le café, ça tourne, voilà, les patates, ça tourne, les carottes, ça tourne, le fromage, ça tourne, les yogourts, ça tourne. Mais le yogourt, il y a une date de péremption qui dure, ce qui est très courte. Faire attention, je dirais, au yogourt. Voilà, mais il y a beaucoup de choses qui tournent. Les yogourts, ça ont une date de péremption, les fromages ont une date de péremption. Et alors, il y a des fromages qui coûtent cher, et bon, c'est pas accessible à tout le monde. Donc là, à ce moment-là, des gens ils vont regarder le fromage qu'ils vont acheter. Bon, si c'est trop cher, ils n'achètent pas. Donc là, à ce moment-là, on a affaire à des gens qui sont voilà, réticents à acheter certaines choses parce qu'il y a des fromages qui coûtent cher quand même. Voilà, on va dire des fromages qui coûtent 10, 15, 20 euros. Bon, il y a des gens qui ne vont pas acheter des fromages 10, 15. Il y a des alimentations qui coûtent plus cher que d'autres. Donc il y en a qui vont essayer de faire un frein à leurs achats. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'achètent au quotidien. Par exemple, l'électricité que vous utilisez tous les jours, ça tourne tous les jours. L'électricité, le gaz, l'essence, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires au quotidien. Au quotidien, parce que bon, c'est des besoins vitaux ou des besoins personnels de transport, par exemple. Vous devez acheter une voiture, tout le monde a besoin d'une voiture ou mettre de l'essence dans votre voiture, passer chez le garagiste, il y a des choses qui tournent tout le temps. Quelqu'un qui est malade, il a besoin d'un infirmier, d'un docteur, ça tourne toujours. L'infirmier, docteur, c'est un métier qui tourne toujours. Il y a des métiers comme ça, je veux dire, on a toujours besoin. C'est des métiers sociaux. Les métiers sociaux, on a toujours besoin. Métier social, on a toujours besoin. Parce que c'est au quotidien qu'on a besoin du social.
Voilà, et donc ne pas confondre les bilans des comptes de résultats, hein. Là, c'est comptes qui permettent de, voilà, de tirer, comptes de gestion qui vont permettre aux gestionnaires de calculer et d'analyser les bénéfices ou la perte en fin d'exercice. Attention, c'est en fin d'exercice, parce que une entreprise fonctionne par, on va dire, par laps de temps. Laps de temps d'une entreprise, l'entreprise, elle fait voilà, elle doit tirer ses caractéristiques annuelles. Ces caractéristiques, elle doit se baser sur une base d'un an. C'est chaque année, voilà, où on met les choses, je veux dire, à plat. On regarde si la société a bien tourné en fin d'année. Chaque fin d'année, ben, c'est là que vient l'inventaire, c'est là que vient le bilan, c'est là que vient, je veux dire, si on le regard, si on fait une bénéfice ou une perte, c'est là qu'on regarde s'il faut réinvestir, c'est là qu'on regarde beaucoup de choses. Fin d'année, voilà, c'est là que les gestionnaires, enfin, les principaux dirigeants touchent leurs dividendes. C'est en fin d'année. Donc ici, janvier, ils seront contents. En janvier, ils seront contents, parce que c'est, enfin, pour certains qui ont, l'entreprise, si elle a bien tourné, les actionnaires seront contents, s'ils ont un bon dividende. Donc chaque année, il y a un exercice, et cet exercice-là de fin d'année, il est fort important. Il est fort important. C'est un bilan, c'est comme un bulletin. C'est comme un bulletin. Quelqu'un qui va à l'école chaque année, il a un bulletin. Ben, est-ce qu'il a bien travaillé? Ben, telle matière, il n'a pas bien travaillé, cette matière-là, il a bien travaillé. Voilà, on fait un bilan. Donc il doit retravailler cette matière-là. Donc s'il y a un poste dans l'entreprise qui n'a pas été correctement, je veux dire, qui n'a pas fonctionné correctement, on va essayer de mettre, voilà, les éléments qui vont dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, voilà, cet environnement, ce poste de travail-là, ce personnel-là, ces ressources-là, etc., etc. Donc c'est un bilan. Ça permet de dire, comme son nom l'indique, un bilan, se tirer des conclusions et que peut-on faire pour améliorer euh, euh, la société, les différents postes de la société, certains cadres de la société, et bien sûr, au, bien sûr, il faut que dans une société, il y ait du bien-être. Donc il faut que le personnel soit dans le bien-être. Faire que si le personnel est dans le bien-être, ils vont avoir un meilleur rendement. Maintenant, ils ne doivent pas s'endormir non plus, hein. Bien-être, c'est pas aller chercher un lit. On peut faire des siestes dans les entreprises, c'est pas un problème. Quelqu'un qui a, voilà, ça arrive, hein. Voilà, il y a des gens, bon, ils ont une fatigue. Je veux dire, c'est mieux d'aller faire une petite sieste dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a un petit lit. Parfois, il y a des entreprises, il y a des petits lits. Il va dormir, voilà, il fait une sieste de 10-15 minutes, pas d'une heure ou 2 heures, mais 10-15 minutes. Il revient à son poste de travail, il va venir plus rétabli que de commencer à être somnolent, à faire à manipuler des machines qui sont dangereuses, hein. Voilà. Il vaut mieux aller s'arrêter 10-15 minutes, voilà, et puis on reprend le travail. Voilà, vous faites une sieste, ça, et vous redémarrez, les piles redémarrent après la sieste. Maintenant, il ne faut pas rester 4 heures à dormir. Bon, si vous n'avez pas dormi la nuit et que vous venez de dormir dans le milieu de travail, ça ne se fait pas. Mais une petite sieste, bon, ça peut se faire parce que vous allez dormir 10 minutes, mais vous allez avoir rattrapé un rendement qui est plus important que plutôt d'être somnolent et vous n'avez pas de rendement. Voilà, c'est mieux de s'arrêter un moment. Quand on n'a plus quand les piles sont à plate, elles sont à plate. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à travailler hors sécurité, dangereusement. Alors que, bon, aller dormir 10 minutes et puis revenir, vous allez vous retrouver avec des piles plus chargées. Il faut regarder à tout ça. Tout ça, c'est un esprit d'entreprise, une culture d'entreprise, une politique d'entreprise à mener au sein de l'entreprise pour justement à ce que tout le monde soit bien dans l'entreprise, à ce que tout le monde soit, voilà, puisse travailler dans des bonnes conditions et donc ramener un certain rendement, bien sûr, à éviter et être trop bien non plus, ça ne va pas parce que après si les gens vous les mettez à, à, il y a des entreprises, j'ai déjà vu des entreprises avec des salles de musculation, hein. Il y a des entreprises avec des cafés, hein. Des cafés, des petits cafés, voilà, de rencontres, etc. Et attention, il y a toutes sortes d'entreprises, hein. Voilà, il y a des entreprises qui permettent tout dans l'entreprise, hein. Il y a des entreprises avec des piscines, hein. Des piscines, il y a vous pouvez avoir voilà, voilà, un bloc avec du personnel des avocats, et peut-être que dans ce bloc d'avocats, ben, il y en a qui vont se déstresser avec des petites piscines. Ils ont des petites piscines, ils vont se déstresser, ou des hammams, ou des saunas. Ils vont se déstresser, et puis après, ils reprennent le travail. Pourquoi pas? Ils prennent une demi-heure ils vont détresser une demi-heure au sauna, et puis ils reviennent travailler, il n'y a pas de problème. Ils se rhabillent, voilà,
quitte même à aller se reposer 10 minutes encore en plus, ils viennent travailler, ils vont retravailler leur dossier, et ils peuvent partir des heures et des heures comme ça parce qu'ils sont déstressés. Le but, c'est pas de, c'est aussi pour le personnel, je veux dire, humain, mais c'est d'évacuer aussi des stress qui permettent d'avoir de nouveau un bon rendement de la personne. Alors si tout le monde a un bon rendement, l'entreprise aura un bon rendement. C'est évident. Ça coule de source. Si tout le monde est bien et que tout le monde travaille bien, ben l'entreprise elle travaillera bien. Parce que c'est une histoire d'équipe, un travail d'équipe. Je vous remercie.